Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. L'un des faits notables de cette semaine, c'est cette nouvelle baisse des cas de Covid-19 au Sénégal et la campagne de vaccination qui se poursuit. Le gouvernement a d'ailleurs passé une nouvelle commande, près de 4 millions de doses du vaccin Johnson Johnson, attendu les prochains jours. Pendant ce temps, le climat social et politique continue de s'adoucir. Après les émeutes de début mars, la justice a accordé la liberté provisoire à plusieurs activistes, opposants et manifestants. Bonjour, Madame Baldiagne. Bonjour Babacar et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cet élargissement de personnes qui étaient arrêtées et placées en détention dans l'affaire Ousmane Sonko et les violentes manifestations qui ont suivi, l'État a répondu favorablement à l'appel au calme lancé par des médiateurs à la tête desquels les chefs religieux. Je vous remercie Babacar. Je pense que je dois me féliciter de cette libération qui est intervenue dans une dynamique d'accalmie. Je m'en félicite doublement parce que tout ce qui peut pacifier l'espace public, de mon point de vue, doit être à prendre. Je m'en félicite aussi dans la mesure où moi j'avais préconisé cela. Souvenez-vous, il y a une semaine ou 2 semaines, j'avais fait un papier exigeant, exigeant c'est un peu trop dire, mais suggérant la libération de ces personnes-là. Je considère que les personnes qui avaient été arrêtées dans le cadre des émeutes du début du mois de mars dont vous parlez, l'avaient été parce qu'ils avaient répondu à un mot d'ordre clairement lancé par un homme politique qui s'appelle Ousmane Sonko. C'est lui qui, devant les caméras de télévision, avait dit aux Sénégalais, sortez, il faut en découdre avec les forces de sécurité, avec le régime de Macky Sall, au prix de votre vie pour que je ne sois pas arrêté. Et il n'a pas dit comme ça. Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas nier les propos. Je ne suis pas là pour faire le verbatim. Mais au moins, vous acceptez que Ousmane Sonko a appelé les gens à le défendre au prix de leur vie. Ça, c'est incontestable. Des gens ont répondu à cet appel dès le lendemain. Ensuite, quand Ousmane Sonko avait été interpellé par les forces de sécurité, avant même d'être interpellé, il avait clairement dit « Si on m'arrête, Macky Sall verra ce qu'il n'a jamais vu ». Ça, personne, je crois, ne peut le contester. Des personnes ont répondu à cet appel, ont été arrêtées par la suite. Ce qui est tout à fait dans l'ordre normal des choses, dans le cadre de fonctionnement normal de la sécurité d'un État. Ils ont été arrêtés, des procédures judiciaires ont été ouvertes contre ces personnes. Mais si, par la force des choses, les circonstances ont été telles que le donneur d'ordre, le commanditaire, celui qui a demandé qu'on descende dans la rue, a été épargné comme par enchantement et qui continue à donner des mots d'ordre sans être inquiété, j'ai trouvé qu'il était moralement inacceptable que ces exécutants soient punis aussi durement sans pour autant que le commanditaire ne soit inquiété. Vous voulez dire qu'Ousmane Sonko n'aurait pas dû être placé sous contrôle judiciaire Non, je ne suis pas encore en train de dire cela. Ce que je veux dire, c'est que quand vous parlez de l'arrestation de ces personnes, j'ai dit que voilà une double situation, parce que le contrôle judiciaire ne concerne pas ces questions d'appel à l'émeute. L'appel à l'émeute Ousmane Sonko, pour jusqu'à présent, n'est pas encore poursuivi pour ça. Donc, d'autres personnes sont poursuivies pour des faits enclenchés, déclenchés, incités par Ousmane Sonko. J'ai dit qu'il n'est pas acceptable de les garder en prison, outre mesure. Première chose. Deuxième chose, comme vous le dites, il y a une dynamique d'apaisement enclenchée par le président de la République, avec le soutien de bonne volonté, que si cette dynamique de pacification arrive à ce qu'on puisse dire dans le cadre de procédures normales de la justice a considéré qu'il faut les mettre en liberté provisoire. Et d'ailleurs, c'est un principe. La justice n'a pas pour vocation de garder les gens en prison. Si quelqu'un ne présente pas une menace pour l'ordre public, si quelqu'un offre des garanties de représentation, la justice, le principe, c'est la liberté. La détention, c'est l'exception. Donc si la justice fait profiter à ces personnes-là du principe de la liberté, on ne peut que s'en satisfaire. Donc voilà la réponse que je peux vous donner par rapport un peu à ces libérations qui ont été intervenues. Ça n'affaiblit pas un peu l'État, dont certains estiment que cette décision d'élargir tout ce beau monde est un signe de faiblesse? Non, enfin, ce qui aurait affaibli l'État, c'est peut-être qu'il y ait de façon évidente un 2 poids 2 mesures. Ce qui affaiblirait l'État, c'était que les choses ne soient pas prises selon les procédures régulières. C'est des juges qui ont inculpé des personnes, qui les ont entendues dans le fond, qui ont rassemblé des éléments d'enquête et ont estimé devoir prononcer
une mise en liberté provisoire, on ne peut pas dénier au juge ce droit. Et ils l'ont fait. Maintenant, si par ailleurs, une partie comme le parquet, par exemple, aurait été insatisfait de cette décision, aurait interjeté appel. Le parquet ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, l'État remplit son rôle. Il y a des gens qui ont été arrêtés par la force publique pour des choses qui sont répréhensibles du point de vue de la loi. Ils ont été présentés devant un juge. Le juge a apprécié les éléments, a estimé devoir mettre en liberté provisoire. C'est justement parce que l'État fonctionne, de mon point de vue, pour qu'on soit arrivé à une telle situation. Donc pour moi, je n'entrevois aucunement une faiblesse de l'État ou un affaiblissement de l'État ou peut-être un travers qu'auraient commis les gens. En tout cas, du point de vue des principes, tout s'est fait selon les règles de l'art. Quand des médiations interviennent, quand une pression est déversée sur le pouvoir, quand la rue met la pression sur le pouvoir, peut-on dire que Macky Sall, il a toujours toute son autorité? Garde-t-il toute son autorité? Bon, vous savez, quand vous dites avec ces pressions, avec ces médiations, j'ai souri. Parce que la plupart des personnes, par exemple, qui sont de la société civile, qui sont des défenseurs des droits de l'homme, qui parlent des principes de la démocratie, de la République, de l'indépendance, de la justice, tous ces gens-là avaient théorisé, avaient exigé l'indépendance de cette justice-là et la non-intrusion du pouvoir politique dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Si maintenant c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui, par exemple, il y a un dossier qui se passe, qui interviennent pour faire des médiations pour dire à la justice de libérer ces personnes-là, alors qu'ils demandaient par ailleurs qu'on empêche d'autres personnes ou bien que la justice, par exemple, soit ferme par rapport à des dossiers, il y a un problème qui se pose. Je me demande si tout le monde a bien... Les postures ont été un peu, de mon point de vue, ratées pour certains. Si quelqu'un qui n'a jamais été dans une logique de dénonciation d'un mauvais fonctionnement ou de ce qu'il appellerait un dysfonctionnement de la justice, si quelqu'un n'avait jamais dénoncé de présupposé ou de prétendu pression de l'exécutif sur la justice, si une telle personne, comme une autorité religieuse ou morale, demande une médiation, je peux le comprendre. Mais si c'est quelqu'un qui fait du combat pour l'indépendance de la justice son leitmotiv, qui dit que la justice doit être indépendante, il faut une séparation stricte des pouvoirs, qui vit de ça, qui s'active de ça et qui constitue son terreau d'activité, si cette personne-là vient aujourd'hui, au gré des circonstances, pour demander la clémence ou bien qu'on enterre un dossier ou qu'on mette un dossier sur le coude, quelque part, je trouve que ça peut gêner. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc, moi, je ne juge pas les postures des gens. J'observe. De l'incohérence de certains? Mais c'est justement de l'incohérence. Parce que vous ne pouvez pas demander dans d'autres dossiers. On avait Babacar, un journaliste, on est au Sénégal. Qu'est-ce que les gens n'ont pas reproché à Macky Sall qui avait fait une carte en disant qu'il y a des dossiers que j'ai mis sous le coude? Quel procès on ne lui a pas fait? Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui lui disent, écoutez, mettez un tel dossier sous le coude. Effectivement, vous avez raison de parler d'incohérence. Et je pense est-ce qu'on a bien réfléchi sur ça? Et aussi, il faut aussi qu'on fasse attention. Il y a des régulateurs sociaux dans ce pays qui sont importants, très importants. Mais il ne faut pas aussi qu'on puisse faire en sorte qu'on place ces régulateurs sociaux, qu'on en fait, pas les déterminants, mais les maîtres de la chose publique. Nous tous, nous le paierons. Si on fait en sorte que pour arrêter ou pour poursuivre quelqu'un, c'est les marabouts ou les guides religieux ou les guides moraux ou la société civile qui le décidera à la place des juges, à la place du gouvernement, notre pays, la République, court un risque. Et c'est moi, cette posture ou ce devoir d'alerte que je fais. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Macky Sall a-t-il toujours par devers lui toute son autorité de chef de l'État? Bon, enfin, je peux présumer et je peux considérer qu'il l'a, parce que dans la mesure où, comme je vous ai dit, les choses ont été faites en respect des normes et des règles démocratiques. En tout cas, ça a été bien habillé. Ça a été bien habillé. Aujourd'hui, ce n'est pas un fait du prince de dire, écoutez, libérez-moi ces gens-là. Ça ne s'est pas passé comme ça. On a laissé au moins la justice le temps d'étudier ces dossiers en toute sérénité, de rendre des décisions, peut-être avec une certaine célérité, mais qu'on peut considérer a priori librement. Et puis, franchement, il faut dire, dans le contexte actuel où, par exemple, on a élargi des centaines ou des milliers de prisonniers, avec le contexte du Covid où on dit, par exemple, il faut libérer les gens, quand on élargit des gens de prison, on ne peut que s'en féliciter. Personne ne souhaite voir un proche, un ami ou une connaissance en prison. Donc, si le respect des procédures est strict, si la loi est appliquée, parce que la loi aussi, ce n'est pas la cruauté. La loi aussi, ce n'est pas la sévérité ou l'acharnement. Tant qu'on peut trouver des espaces de respiration, des espaces de pacification,
des espaces de permettre à ce que le fautif puisse reconnaître ou bien qu'on puisse identifier la faute, qu'on puisse imputer les responsabilités et qu'on puisse, à partir de cet instant-là, en tirer les leçons et les enseignements et les dépasser. Pour moi, c'est justement cela l'objectif et l'intérêt d'une action de justice. Pour moi, la distribution de l'œuvre de justice obéit à ces règles-là. Et jusqu'à preuve du contraire, je considère que ça a été le cas. Oui, mais dans cette crise-là, ce n'est pas Macky Sall qui a tiré les ficelles. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas devenu un président seul, isolé, affaibli? Seul, isolé, affaibli, bon, je vous laisse la responsabilité de la déclaration. Je constate... je pose une question. Une question. Je me pose la même question. En tout cas, quand cette crise s'est passée, il n'était pas nombreux autour de lui à lui manifester une sympathie, une présence. Quand il a été accablé par le camp de Ousmane Sonko d'avoir comploté contre Ousmane Sonko, quand il a été accablé par les insultes, par les invectives, par les injures, ils n'ont pas été nombreux dans son camp à répondre. Quand la tornade des manifestations s'est déchaînée à Dakar et dans les régions, ils n'ont pas été nombreux à sortir du bois pour le défendre. Maintenant, on a pu constater, vous et moi, comme tous les autres Sénégalais, qu'après la pluie et le beau temps, après l'accalmie et la sérénité, d'aucuns sont sortis pour quand même manifester un soutien, s'offrir en dévouer pour le président Macky Sall. On ne peut que le constater. Maintenant, Macky Sall est assez responsable, assez majeur pour pouvoir apprécier librement lui-même quelle a été la posture de tel ou tel autre compagnon, de tel ou tel autre adversaire, tel ou tel autre partenaire. Quelles conséquences doit-il en tirer? Je considère que c'est au président d'en tirer les enseignements. Parce qu'il n'y a pas un enseignement qui vaille autre que celui du président. C'est le chef de l'État qui donne la cadence. Ce qu'il y a dans la tête d'un chef de l'État, personne ne peut le savoir. Quelles sont ses intentions? Honnêtement, je ne sais pas. Bon, maintenant, nous, journalistes, nous spéculons. J'ai vu dans la presse que le président veut réaménager son entourage, réaménager son équipe, veut poser des actes forts. J'attends de voir. Moi, je ne veux pas spéculer. Aujourd'hui, il y a une situation qui est là. Toute situation politique impose une lecture politique et peut-être qu'on en tire des leçons et des conséquences. Quelles leçons le président va en tirer? J'attends de voir pour les apprécier. Ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il aura à faire. Je ne peux pas aussi anticiper ou deviner ce qu'il aura à faire. Nous jugeons sur des faits. Ces faits, ce seront les décisions que le président prendra ou ne prendront pas et on appréciera cela. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils n'étaient pas nombreux autour de lui quand la crise était là il y a quelques jours. Avait-il alors, lui, Macky Sall, raison de limoger du gouvernement et d'autres institutions, ces personnalités de premier plan qui l'entouraient? Mohamed Boun Abdallah Dionne, Aminata Touré, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Makhtar Cissé, Oumar Youm, entre autres. Non, mais peut-être qu'il avait ses raisons pour les limoger. Les limoger justifierait-il qu'il y ait une crise que ces gens-là ne soient pas à ses côtés? Si c'est le cas, peut-être il n'avait pas à regretter alors de les avoir limogés. Si les gens sont dans l'état d'esprit que limogés de postes qu'ils occupaient pendant longtemps... Il a choisi d'autres à leur place. Non, mais il a choisi d'autres, mais ça veut dire... Mais justement, on choisit toujours d'autres à la place de quelqu'un qu'on limoge. Mais je veux vous dire que si ces personnes que vous citez n'ont pas été aux côtés du président, parce qu'ils avaient été limogés par le président, je pense à la place du président, je n'aurais pas regretté de les avoir limogés. Je ne dis pas que c'est leur posture. Mais vous êtes un journaliste, je sais pourquoi vous posez la question. Il y en a qui ont fait des sorties. Dans vos entrées et ailleurs, on a vu et on sait que pendant la crise, ils ont eu d'autres postures. C'est justement pour ça que vous posez la question. C'est que donc, vous voyez un peu, il y a quelqu'un qui disait que dans une mosquée de lièvre ou de lapin, on ne doit pas pouvoir montrer qu'on a les oreilles les plus longues. On se comprend. Donc, encore une fois, des gens ont eu des postures que le président est le seul à pouvoir apprécier. Si ces postures l'agréent ou ne l'agréent pas, il est le seul à pouvoir l'apprécier et en tirer les conséquences et les enseignements. Peut-être que ça lui permettra effectivement de mieux voir ce qu'il aura à faire à l'avenir. La crise, elle est latente, malgré l'accalmie. Attention donc à la prochaine étincelle, personne ne le souhaite. Question, Macky Sall pourra-t-il tenir le coup jusqu'à la prochaine élection présidentielle? Pourrait-on s'attendre à une présidentielle anticipée si les choses se compliquent davantage pour lui, pour son pouvoir? Bon, écoutez, moi, une présidentielle anticipée, je ne l'envisage franchement pas. Je pense que le calendrier républicain doit être tenu à terme. Bon, il est vrai qu'on ne peut pas ne pas écouter ce qui se dit ou ce qui se fait, surtout par les acteurs politiques. Ousmane Sonko a dit que la deuxième vague sera plus violente que la première. La première a laissé 14 morts. Qu'est-ce que laissera la deuxième vague? Est-ce que l'État est préparé à une deuxième vague et comment l'État y fera face? Nous sommes interpellés par rapport à nos responsabilités. Il l'a dit publiquement. Il avait dit une première fois que ça va être violent.
que vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. On a vu 14 morts. On a vu des commerces détruits. On a vu vraiment presque le chaos à Dakar. La même personne vient nous dire que la deuxième vague sera plus violente. On peut le croire sur parole. Jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que l'État va-t-il rester les bras croisés sans prendre les dispositions nécessaires sur le plan de vue sécuritaire, sur le plan des mesures qu'il aura à prendre, sur le plan de sa réorganisation? C'est la responsabilité de l'État. Ils ont été mis à la tête de l'État pour gérer ce pays-là. Pour gérer le pays, lui éviter les situations troubles, lui éviter les situations dramatiques, lui créer un climat de paix, de sérénité et de sécurité. C'est leur responsabilité. Donc, et en premier, c'est la responsabilité du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il va faire pour éviter une situation de chaos? Je ne pense pas qu'un gouvernement, quel qu'il soit, ait la vocation de laisser prospérer ou de développer un chaos. Bien eu. Des raisons sociales qui ont conduit à ces manifestations de rue. Il a pris la parole, Macky Sall, le lundi 8 mars. Mais fondamentalement, quoi doit-il faire de façon très efficace à vos yeux pour répondre à cette demande sociale? Bon, la demande sociale est présente. C'est des jeunes qui demandent de l'emploi. C'est des gens qui ont un pouvoir d'achat assez étriqué. C'est des gens qui demandent de l'éducation. C'est des gens qui demandent. C'est à l'État de trouver les ressources et les réponses. C'est à l'État aussi d'expliquer. Vous êtes entrepreneur, vous avez peut-être votre petite idée là-dessus Non, enfin, être entrepreneur à mon échelle, à ma petite échelle. Donc, justement, c'est le privé qui doit créer les emplois. C'est les petites entreprises, comme les miennes, qui créent des emplois. Peut-être que par mes petites activités diverses, votre expérience d'entrepreneur, pour vous, les meilleurs chemins possibles pour offrir du travail aux jeunes? Oui, mais justement, de façon globale. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. De façon globale, pas pour vous, pas de votre part. Hein. C'est l'investissement, c'est que l'État mette en place des politiques publiques pour les accompagner. Et justement, c'est cela qui est attendu. Maintenant aussi, il y a un problème. On ne peut pas demander des créations d'emplois et de détruire des emplois. Combien d'emplois ont été perdus par cette bourrasque-là? Les jeunes qui demandent des emplois et qui cassent des commerces, qui cassent des emplois. Quels sont les emplois qui ont été perdus? J'ai vu dans la presse que plus de 2000 emplois ont été perdus entre les Auchan et les Total. C'est des emplois de Sénégalais. Quelle est la cohérence de chercher des emplois et d'en détruire? Quelle est la cohérence de chercher de la valeur ajoutée dans l'économie et de casser cette valeur ajoutée de l'économie? Donc, il y a un problème de ce côté de vue-là. Je pense que les jeunes qui demandent l'emploi, c'est légitime qu'ils demandent cet emploi-là. C'est tout à fait légitime et il appartient à l'État de trouver les réponses à cela. L'État ne peut pas à lui seul créer les emplois, créer les conditions pour qu'il y ait des emplois. Il y a des initiatives qui sont prises. Elles sont suffisantes, elles ne sont pas suffisantes. On appréciera cela. Ces initiatives, ces efforts doivent être encouragés. Je pense que le président de la République, dans sa déclaration dont vous faites état, avait annoncé un train de mesures pour créer les conditions de création, pour susciter des conditions de création d'emplois. On attend de voir comment ça va s'appliquer, quels seront les résultats, quelle sera la pertinence de telle ou telle autre politique. Il est prématuré pour l'apprécier, mais de mon point de vue, on ne peut pas ignorer cette demande sociale. On ne peut pas ignorer cette exigence des jeunes, une exigence légitime de trouver l'emploi. Après les décisions sur les politiques en faveur de l'emploi des jeunes, maintenant les ressources humaines, est-ce que Macky Sall il doit changer ses équipes? Est-ce que le poste de Premier ministre doit-il être rétabli? Bon, écoutez, il va changer son équipe, je ne sais pas trop. Quel est son agenda? En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'il y a une nécessité. Il y a certains secteurs... Un remaniement ministériel. Oui, il y a certains secteurs qui ont besoin, franchement, d'une meilleure prise en main. Honnêtement, ça, je crois que tout le monde le sait. Aujourd'hui, Babacar, franchement, vous prenez un bout de papier, vous distribuez ça à 10 Sénégalais ou 20 Sénégalais ou 100 Sénégalais. Vous leur demanderez d'inscrire sur ce bout de papier les noms des ministres ou des ministères où il faut changer ou qu'il faut impulser. Vous reverrez curieusement les mêmes noms. C'est la réalité. Il ne faut pas qu'on se voile la face. On sait qui fait quoi, qui est capable de quoi et qui ne l'est pas. Donc, je pense que si moi je le sais, si le Sénégalais lambda le sait, le président Macky Sall doit le savoir parce qu'il a des outils et des paramètres plus performants que nous autres pour apprécier la situation. Maintenant, s'il apprécie une situation et qu'il s'en accommode pour des raisons qui lui sont propres, parce qu'en politique aussi, le chef de l'État a des tiroirs ou bien peut-être il a des contraintes ou des exigences que nous autres nous pouvons ignorer. Mais c'est à sa responsabilité de dire, écoutez, je sais que tel ministre est un canard boiteux, tel ministre n'est pas à la hauteur, tel ministre n'est pas compétent, mais pour telle ou telle raison, je le garde.
Ça, c'est sa liberté. Parce que le bilan négatif du ministre, mais c'est le président Macky Sall qui va le comptabiliser. Donc, s'il met des gens peut-être qui ne sont pas à la hauteur, mais c'est son bilan qui va en souffrir. Pour vous, quels sont ces ministres? Non, je ne vais pas le dire, toi aussi. Non, je ne vais pas me mettre là à jeter en pâture des ministres ou bien à suggérer, à demander la tête de tel ministre. Ce n'est pas un mot de mon ressort. Le retour du poste de Premier ministre, pour vous, c'est... Ben, moi, j'en avais parlé. Quand le président de la République avait supprimé le poste de Premier ministre, moi, j'avais dit que c'était une erreur. Souvenez-vous. Donc, je ne peux pas dire hier que c'était une erreur. Et aujourd'hui, la situation... Aujourd'hui, plus que jamais, alors... Plus que jamais, c'était nécessaire. Vous savez, un Premier ministre, il sert à beaucoup de choses. Un Premier ministre, il peut servir de tampon, de fusible, d'interlocuteur, de collaborateur efficace. Un Premier ministre doit pouvoir quand même être aux côtés d'un chef d'État. Tous les gens qui ont créé un poste de Premier ministre là, ce n'est pas par caprice qu'ils l'ont créé, c'est par nécessité. Si à un moment, le président, dans son analyse, a estimé qu'il n'a pas besoin d'un Premier ministre, il en a pris la décision. Entre-temps, il a pu apprécier. Si aujourd'hui, dans sa tête, Macky Sall considère qu'il n'a toujours pas besoin d'un Premier ministre, on ne peut pas le lui imposer. Si maintenant, dans son analyse, il considère que maintenant, j'ai besoin d'un Premier ministre, mais il initiera la réforme. Donc, encore une fois, c'est le chef de l'État qui détermine la politique de la nation. C'est lui et lui seul qui a été élu. C'est lui et lui seul qui a les rênes du pouvoir et qui en décide comme bon lui semble. Les autres citoyens auront à apprécier et à juger positivement ou négativement les actes qu'il pose. Mais pour répondre concrètement à la question du Premier ministre, j'ai exprimé clairement mon point de vue sur la question en disant que pour moi, un Premier ministre est nécessaire dans un pays comme le nôtre. L'invité du grand jury de RFM, Madiambal Diagne, le patron du groupe Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien, un journal dans lequel vous tenez une chronique qui s'appelle Les lundis de Madiambal. Celle de la semaine dernière fait polémique. Vous l'avez intitulée « Le prix de l'honneur d'un fils de Casamance ». Vous y évoquez l'affaire Ousmane Sonko sous l'angle de son appartenance à une région, à une communauté. Oui, Babacar, c'est très bien que vous posez cette question. Vous savez, moi, ma posture elle est essentiellement républicaine. De tous les actes que je pose, je mets en avant les principes républicains, démocratiques et de respect des droits de l'homme. Pour moi, la République est une et indivisible. Et je n'accepte pour rien au monde de laisser faire qu'on détricote cette République-là, cette essence républicaine. S'il faut rester le seul à le dire, je resterai seul à le dire. Je resterai droit dans mes bottes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez entendu des acteurs politiques. Vous avez dit tout à l'heure Ousmane Sonko. Qui a parlé d'ethnie ou de région ici au Sénégal? C'est lui qui est allé en Casamance, précisément le 14 septembre 2020, pour dire à la face du monde que le président Macky Sall n'aime pas la Casamance. Ça a choqué beaucoup de gens, même des responsables politiques de la Casamance, qui sont du pouvoir et qui ne sont pas du pouvoir, qui ont fait une déclaration le 28 septembre pour dénoncer cela. C'est pas grave ça. Qui, Ousmane Sonko, a été en Casamance, il a fait un score électoral salué par tout le monde pour une première participation à la présidentielle. Ce sont des leaders du MFDC, en l'occurrence César Atoute Badiate, qui le 7 mars 2019 a déclaré que la Casamance vient de retrouver son leader. Il n'a pas dit le Sénégal. Personne n'a relevé cela. Donc qui a parlé de régionalisation? Qui a parlé de Casamance? C'est Ousmane Sonko et les MFDC. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette crise-là de Adji Sarr, personne n'a sorti le nom Casamance ou MFDC. C'est Ousmane Sonko qui l'a sorti. Dans chacune de ses déclarations, il a fait des appels du pied au MFDC, à la Casamance. Ça, les archives sont là, vous êtes journaliste, je le suis. Les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent sont là, sont des Sénégalais. Ont écouté Ousmane Sonko dans ses différentes déclarations. Donc, qui a parlé de Casamance et de régionalisme? J'ai dit, c'est dangereux. J'ai d'autant plus dit que c'est dangereux quand j'ai observé et constaté que de nombreux responsables politiques qui sont de cette région ont exprimé leur soutien à Ousmane Sonko. Non pas pour dire qu'Ousmane Sonko n'est pas coupable des faits qu'on lui reproche. Non pas pour dire qu'on a violé ses droits. Chacune de ces personnes a dit que nous soutenons Ousmane Sonko parce que c'est notre fils. Les déclarations sont là. Moi, je suis factuel. Vous êtes un journaliste, je le suis. Parlons faits. Les faits, c'est ça. Vous ne voulez-vous pas, moi, que je n'ai pas une lecture de ces faits-là,
que des gens de façon récurrente, systématique, se permettent à la face du monde de parler de MFDC, de parler de Casamance et de parler de fils de la Casamance, qu'on ne le relève pas. C'est le caractère sensible de la question. Non, ce n'est pas parce que c'est sensible qu'on ne doit pas en parler. C'est justement parce que c'est sensible et c'est grave qu'on doit dénoncer cela. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma chronique clairement pour dire que c'est un danger dans lequel nous sommes en train de nous engager et qu'il faut arrêter ça. Moi, ma chronique a été une chronique didactique, une chronique d'alerte, une chronique de mise en garde, une chronique de dénonciation d'une telle posture. Maintenant, si d'autres cherchent de dénaturer, de travestir mes propos pour dire autre chose, parce que justement, un texte, quand les gens le lisent, chacun a sa lecture. Il y en a qui le lisent parce qu'ils n'ont rien compris du tout. Il y en a qui le lisent, il y en a qui même font les commentaires sans avoir lu le texte. Il y en a qui lisent le texte mais qui ont une certaine mauvaise foi. Il y en a qui lisent un texte parce qu'ils font de l'enfumage. Ils sont gênés par ce que j'ai dit dans ce texte-là. Ils sont gênés par ce que j'ai dit dans ce texte-là. Le texte est apparu pour certains comme un miroir et ils ont vu leur propre turpitude et leur propre fausseté. Benoît Sambou, personnalité de premier rang à l'APR. Justement, très bien. Il a réagi à votre chronique et il a montré toute sa colère. Je vais vous dire, et puisque vous citez Benoît Sambou, depuis le début de cette histoire-là, vous n'avez jamais entendu Benoît Sambou parler du tout. L'affaire Sonko? L'affaire Sonko. Vous ne l'avez pas entendu parler. Benoît Sambou, c'est le premier responsable de l'APR dans la région de Casamance, de Ziguinchor. Il est directeur des élections, plénipotentiaire de l'APR qui représente au dialogue national. Président d'une institution de la République, c'est la commission de dialogue des territoires. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Candidat de l'APR à la mairie de Ziguinchor contre Ablaye Baldé. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Jamais vous n'avez entendu parler de cette histoire-là. On accuse le président Macky Sall, on accuse son patron de parti. Il n'a jamais pipé mot. Il n'a jamais pipé mot. Il a fallu que Madiambal parle pour qu'il sorte du bois. Et non pas, même il aurait fait preuve d'un peu plus, il serait un peu plus intelligent pour une fois, en profitant pour parler de l'affaire Sonko. Mais il n'en a pas parlé. Il a surtout tiré sur Madiambal. Ça ne vous a pas interpellé? Et c'est cette sortie-là qui m'a davantage conforté dans mon analyse. J'ai vu aussi d'autres personnes qui sont déchaînées, réclamant que Madiambal chercherait la tête d'Aminata Assome Diatta. Et justement, ça m'a fait sourire. La ministre du Commerce. La ministre du Commerce, ça m'a fait sourire pour différentes raisons. Parce que vous la citez quand même dans votre chronique. Je la cite dans ma chronique pour dire. Je l'ai cité parce qu'un propos, il doit être illustré. Vous êtes journaliste. On ne peut pas affirmer des choses sans être factuel. J'ai dit la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, responsable de l'APR, a eu à se démarquer d'une campagne de défense du président Macky Sall face aux accusations d'Ousmane Sonko et de son camp en disant qu'elle ne peut pas y participer parce qu'elle est parente de Ousmane Sonko. C'est elle qui le dit. Quand ça a fait un tollé au niveau de l'APR. La clause de conscience, ça existe. Non, écoutez, ça a fait un tollé ça a fait un tollé. Quand ça a fait un tollé, elle a fait une déclaration publique pour renvoyer les partis dos à dos en disant quoi, mon frère du Boulouf. Ça, c'est pas invoquer la parenté et l'ethnie. C'est elle qui le dit, moi je ne dis rien. Ça adresse à Ousmane Sonko? Je ne fais que... Mais il a dit, mon frère Ousmane Sonko, mon frère du Boulouf, je suis sensible à vos difficultés. Mais c'est elle qui l'a dit, moi j'ai rien inventé. Vous êtes journaliste, regardez les archives. En plus de cela maintenant, vous dites clause de conscience. Elle est ministre du Commerce. Quel est le secteur qui a été le plus touché dans cette crise-là? C'est le commerce, c'est les boutiques Auchan, c'est les magasins Total, c'est les petits commerces de boutiques de quartier. En tant que ministre du Commerce, vous avez entendu une fois exprimer une solidarité ou une compassion à l'endroit des gens dont les commerces ont été détruits. Elle s'est gardée de le faire. Vous trouvez que ça c'est républicain? Vous trouvez que ça c'est sa posture normale? Même si en tant que responsable politique elle n'a rien dit. Qu'est-ce qui l'empêche de dire que moi je suis en charge du secteur du commerce? Les commerces ont été détruits, des milliers d'emplois ont été détruits, des milliards de francs CFA ont été détruits. Le secteur qui constitue l'essence ou l'ossature de l'économie sénégalaise a été détruit. Non, elle se tait. Elle se tait. C'est ça la clause de conscience. Une responsabilité gouvernementale, on l'assume. Et le fait justement qu'elle se soit tue, le fait justement que Benoît Sambou se soit tué sur ces questions-là, me conforte dans mon analyse. Moi, Babacar, je vous dis, on peut tout me reprocher. Mais jamais vous ne direz que Madiambal a menti dans une information. Je suis factuel. Jamais. On peut ne pas aimer ce que j'écris. Mais ce que je dis, c'est clair, limpide, sourcé et précis. Donc, de ce côté-là, les exemples que vous donnez me confortent dans mon analyse. Aujourd'hui, encore une fois, je le répète, mais dans votre chronique, le Sénégal est en danger. En danger d'une menace ethniciste
alimenté aujourd'hui de façon claire et nette par Ousmane Sonko et ses proches. Vous employez des mots très forts. Non, mais justement, il faut être fort dans des situations comme ça. Babacar, vous avez fréquenté l'université de Dakar. Vous n'avez jamais entendu des bagarres entre Diola, Serer ou Toucouleur. Ah, ça, c'est du classique, les rivalités inter-associations. Inter-associations à l'université. Non, il y a des associations. Ce qui s'est passé la dernière fois est un incident isolé. Non, ce n'est pas isolé. Je regrette. Il ne faut pas qu'on banalise des choses graves. Après, tout le monde s'est réconcilié. Il n'y a plus matière à même... Non, écoutez. Les gens se sont réconciliés, tant mieux, on applaudit. Mais c'est un précédent grave et dangereux. Il faut que ça nous interpelle. Il faut qu'on arrête de jouer sur la fibre ethnique. Vous savez, Babacar, il faut aussi qu'on se dise une chose. Il y a des postures. Moi, ici, en 2012, quand Ablaye Wade avait parlé du Fouta, en accusant le Fouta de vote ethnique, je lui étais tombé dessus à bras raccourcis. Vous vous souvenez? Quand les partisans de Macky Sall ont voulu dire à Matam que c'était un titre foncier, autre, j'ai dit arrêtez-vous là. Vous êtes en train d'aller sur un terrain dangereux. Je l'ai dénoncé, je l'ai écrit. Quand, par exemple, un autre partisan de Macky Sall a parlé de coupe et autres, je l'ai dénoncé, je l'ai écrit. Allez, Ndoumboroso, député. Vous voulez maintenant que moi, je dénonce Ablaye Wade, je dénonce Ali Ndoumboroso et les autres, et que Ousmane Sonko ou des gens de la Casamance, je ne les dénonce pas. Je vais les dénoncer. Vous ne dénoncez pas non plus ces nominations de Macky Sall à des responsabilités stratégiques, des postes stratégiques, les nominations à la tête des ministères des Finances, des Affaires étrangères, de l'économie, de la justice, des forces armées. Vous ne parlez pas de ça? Non, mais qu'est-ce que vous appelez? Est-ce que Macky Sall a nommé des gens parce que c'est des critères ethniques? C'est ce que vous voulez dire? Je vous pose la question. Non, Babacar, nous ne faisons pas d'amalgame. Nous ne faisons pas d'amalgame. Il ne faut pas dire, si vous assumez que Macky Sall a nommé ces gens-là à ces postes-là sur des critères ethniques, vous faites des constats sur Ousmane Sonko, sa région d'origine et sa communauté. Non, pourquoi vous ne faites pas les mêmes remarques sur ces décisions de Macky Sall à des postes de souveraineté? Vous prenez la justice, vous prenez les forces armées, vous prenez les finances, l'économie, les affaires étrangères. Vous n'avez pas de lecture sur ça? Non, mais écoutez, je vais vous dire, ces personnes qu'on a nommées là-bas, ce n'est pas des Sénégalais. Est-ce que c'est le critère de Macky Sall de nommer des gens? Parce que les postes de souveraineté, c'est quoi? C'est quoi les postes de souveraineté? C'est des portefeuilles ministériels. Encore une fois, la défense. Est-ce que c'est un halpolar qui est là-bas, si c'est ce que vous voulez dire? J'enlève la défense. Enlevons la défense, prenons les autres. L'intérieur, est-ce que c'est un halpolar? Je n'ai pas cité l'intérieur. Non, mais parce que justement, quand vous parlez de ministère de souveraineté, le ministère de souveraineté, par essence, c'est les ministères de souveraineté par essence, c'est les ministères de l'intérieur, de la justice, de la défense, de l'économie et des affaires étrangères. C'est les 5 ministères de souveraineté. Donc, est-ce qu'il y a un quota ethnique? Vous voulez dire qu'il y a un quota ethnique? Si vous prenez la responsabilité de dire que c'est cela, on en discute. Ce n'est pas à vous de poser les questions. Répondez. Dites-moi si vous avez une lecture ou pas par rapport à ça. Non, je n'ai aucune lecture par rapport à cela. Je considère que c'est des citoyens sénégalais que le chef de l'État a jugé compétents pour les nommer à ce poste-là. Le jour où il jugera nécessaire de les changer, il les changera. Encore une fois, si vous voulez dire que c'est par critères ethniques qu'ils ont été nommés, il faut le dire et on en discute. Moi, je n'ai pas cette lecture. Pourquoi voulez-vous que j'ai cette lecture? Dans votre texte aussi sur la Casamance, sur Ousmane Sonko, vous affirmez le transbordement de militants du MFDC à Dakar pour participer aux émeutes. Ça non plus, aucune enquête, aucune communication officielle de l'État ne fait état de ce que vous avancez. Non, l'État a toujours évité de prononcer MFDC dans sa communication officielle. S'il y a quelqu'un qui a prononcé MFDC, c'est Ousmane Sonko, qui a fait appel au MFDC et qui a toujours dans ses déclarations parlé de MFDC. Moi, j'ai dit, et je le maintiens, que des militants du MFDC ont été transbordés pour venir à Dakar participer aux manifestations. Babacar, avant cette émission-là, hier, je vous ai envoyé des vidéos très révélatrices que je tiens à la disposition de tous les Sénégalais. Des gens qui viennent, dont des militants du MFDC clairement identifiés, filmés par les télévisions sénégalaises. Les images sont là. On peut les diffuser. Je vous autorise à les diffuser ou à les communiquer à n'importe quel auditeur ou téléspectateur. Moi, je ne raconte pas des histoires. Ce que je dis, c'est factuel. Voilà ces gens qui ont été transportés à Dakar, qui ont participé aux manifestations et qui avaient l'objectif
d'aller brûler le palais présidentiel, ils l'ont dit dans les vidéos. Brûler le palais de justice, ils l'ont dit dans les vidéos. Brûler l'Assemblée nationale, ils l'ont dit dans les vidéos. Le ministre de l'Intérieur avait alerté les gens sur ces menaces en disant qu'il y a des actions de guérilla urbaine qui sont préparées, des actions de mettre le chaos dans le pays. Personne ne l'a écouté, on lui est tombé dessus. Ce que Antoine Diome disait, ça s'est vérifié le lundi 7 mars. On a semé le chaos dans ce pays-là. Personne n'a relevé qu'Antoine Diome avait alerté les Sénégalais. Mieux, à la fin, qu'est-ce que Ousmane Sonko dit aux gens? À mes camarades du MFDC, il faut déposer les armes. Donc, c'est comme si le travail a été fait. Et il dit, dans la même foulée, que la prochaine vague sera encore plus foudroyante. Moi, je dis des choses qui sont précises, factuelles, que personne ne peut réfuter. Le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, condamne vos propos, qu'il juge graves d'ailleurs. Le CORED qui envisage de vous faire passer à nouveau devant le tribunal des pairs. Quelle est votre réaction au communiqué du CORED? Babacar, moi, franchement, je souris à cette question. Vous dites que le CORED vient de vous condamner. Ils ont fait une déclaration pour me condamner et ils disent qu'ils vont instruire un dossier. Vous condamnez quelqu'un et vous instruisez un dossier. Donc l'objectif, c'est de condamner. Est-ce que j'ai à répondre à cela? Est-ce que c'est à moi? Si le CORED, aujourd'hui, prend dans un papier 2 ou 3 phrases sorties de leur contexte, un papier, c'est un ensemble, pour lui faire dire ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas à moi de leur dire. Je ne réponds pas à cela. Vous êtes journaliste. Vous avez lu mon papier. Vous avez lu mon papier. Mon papier, c'est un papier de défense de la République et de condamnation de l'ethnicide. Si on veut me faire dire autre chose, c'est que si la personne veut vous faire dire quelque chose, il est libre de le dire avec la mauvaise foi et la mauvaise volonté ou la malhonnêteté intellectuelle. Ça, j'y peux rien. Et encore, je suis gêné de parler du CORED. Parce que quand des gens qui prennent des décisions et qui ont des contentieux personnels avec Madiambal ou avec le quotidien, qui ont été virés du quotidien, pour des raisons évidentes que vous connaissez et que d'autres connaissent, si ces gens-là me condamnent, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je ne souhaite pas en parler. Alors, vos propos, de toute façon, ont choqué certains. Quand on a annoncé l'émission sur les réseaux sociaux, certains vous demandent de venir présenter vos excuses. Est-ce que vous allez présenter vos excuses à ceux qui ont été choqués? Moi, j'ai cherché à choquer personne. Ceux qui ont été choqués ont mal lu ou ont vu ce qu'ils ont voulu voir. C'est au contraire, c'est les gens qui m'ont insulté, qui doivent s'excuser à mon niveau. C'est très facile dans ce pays-là de se réveiller, de se mettre derrière son ordinateur, d'insulter les gens comme ils veulent, sans aucune preuve, sur la base de quand dira-t-on, sur la base du commentaire d'un autre commentaire. Moi, je n'ai pas à m'excuser. Au contraire, c'est ces gens-là qui me doivent des excuses. Parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est clair. C'est du français. Si c'est lui maintenant quelqu'un qui ne comprend pas français, la langue de travail dans laquelle j'ai écrit, si celui-là a fait une mauvaise appréciation, je ne suis pas responsable de cela. Si maintenant, quelqu'un fait une déclaration pas sur la base d'autres considérations, je ne réponds pas de cela. Mais ce qui reste constant, c'est que pendant que des gens peuvent m'insulter sur la toile, d'autres me défendaient sur la toile et d'autres me manifestent leur sympathie et leur solidarité en me disant que vous avez dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent et qui ne l'ont pas dit. Moi, ma posture, c'est de ne pas craindre d'aller au front. Ça, j'ai toujours été comme ça. J'ai croisé le fer ici avec un régime qui était le régime d'Abdoulaye Wade qui s'était juré d'avoir ma peau. Je n'ai jamais flanché. Vous croyez que c'est avec des insultes de rue, derrière l'ordinateur, des gens courageusement cachés derrière un ordinateur qui m'insultent ou bien qui me menacent, qui vont vous faire peur? Alors que ces gens-là, vous les rencontrez, ils vous saluent avec obséquiosité et déférence. Ça ne m'émerveille pas, ça. Ousmane Sonko va-t-il, à votre avis, se tirer d'affaire dans cette procédure judiciaire, dans l'affaire qui l'oppose à la jeune femme Adji Sarr, qui l'accuse de viol et que vous avez sans doute entendu l'interview qu'elle a donnée récemment aux médias? Bon, ce serait présomptueux de vouloir deviner la suite de cette affaire-là. Une enquête est ouverte. La justice a pour vocation de travailler en toute sérénité, en toute indépendance. Ousmane Sonko a été inculpé. Des personnes, les protagonistes ont été entendus. La procédure va suivre son cours. Tout le monde veut que la procédure suive son cours normalement. Donc attendons que les dépositions des uns et des autres
les constatations, les confrontations ou bien les mesures d'investigation préconisées par la justice soient mises en œuvre, si la justice estime qu'il y a des charges suffisantes pour faire un procès, ils feront un procès public. Si la justice estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes, ils ne feront pas de procès. S'il y a un procès, le tribunal va apprécier les charges et rendra un verdict. Moi, ce qui m'importe, c'est que la justice fonctionne normalement, en toute sérénité, en toute tranquillité, sans aucune menace. Mais j'ai peur, et ça revient à la question que vous posez sur la Casamance. Les médiations Non, pas les médiations. J'ai moins peur des médiations, parce que pour moi, quand par exemple un juge a dit j'ai peur de prendre ce dossier-là. Le juge du 8e cabinet qui s'est désisté. Oui. Pour dire que ma femme est Diola, ça me fait peur. Quand un juge dit que j'ai peur de prendre ce dossier-là, parce qu'on m'a menacé ou m'a insulté dans la rue, je suis inquiet. Il est arrivé ici des procédures judiciaires où des juges, des présidents de juridiction avaient du mal et l'ont exprimé et l'ont confié à des médias que nous avons des problèmes pour composer des chambres pour juger certaines affaires. Chaque magistrat que vous appelez vous dit non, j'ai de la famille, j'ai ceci, j'ai cela, il vous amène un certificat médical. Dans ces conditions-là, j'ai peur. Et c'est justement là où nous devons être aux côtés des juges pour les défendre et les rassurer. Leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Leur montrer que la République est là pour les défendre. Ça, c'est le rôle premier de l'État. Mais c'est le rôle de chaque citoyen. Sans une justice forte, sans une justice crédible, nous tous, nous sommes en danger. Et c'est ce qui nous guette. Encore une fois, Babacar, je n'arrêterai de le dire. Moi, franchement, je considère que je suis le meilleur allié de l'indépendance de la justice. C'est ma vocation et c'est les actes que je pose depuis toujours. Depuis toujours. Est-ce que moi, je vais rester les bras croisés en me taisant, en voyant des menaces faites à la justice? C'est là où j'ai peur. Je ne préjuge pas de l'affaire Ousmane Sonko. Je ne préjuge pas. C'est une affaire qui ne m'a jamais intéressé, Babacar. Le fond? Non, mais l'affaire en elle-même ne m'a jamais intéressé. Pourquoi? Moi, j'ai été informé de cette affaire-là le lendemain du dépôt de la plainte. J'ai eu les éléments d'information. J'ai refusé d'en parler dans mon journal. C'est 3 jours après. Vous avez demandé au responsable de votre journal de ne pas écrire? Non, je n'ai pas demandé. Non, j'ai une information en tant que journaliste. Moi, je ne demande jamais à mon journaliste d'écrire. Moi, quand j'ai réussi à écrire, c'est moi-même qui l'écris. Avec mes mots et ma Vous ne leur avez pas donné les éléments? Non, je n'ai donné à personne. Ça ne m'a pas intéressé de donner les éléments. Ça ne m'a pas intéressé. J'ai considéré que chacun fait de sa libido ce qu'il veut. Maintenant, il y a une plainte qui a été là. L'affaire ne m'a pas intéressé en quelque sorte. Je n'ai pas écrit. La seule fois que j'ai écrit sur l'affaire, c'est quand Ousmane Sonko a menacé l'État. Là, j'ai dit, c'est ma responsabilité de sortir du bois. Et je me suis assumé. J'ai dénoncé cela. Donc, l'affaire ne m'intéresse pas en tant que telle. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait l'égalité des citoyens devant la loi. Ousmane Sonko a des droits, il est présumé innocent. La présumée victime aussi a autant de droits que Ousmane Sonko. Qu'on respecte les droits de Ousmane Sonko, qu'on respecte les droits de la victime Adji Sarr. Qu'on aille dans... Présumé victime. C'est ce que j'ai dit. Présumé victime. Donc, présumé coupable ou présumé innocent, moi j'ai dit présumé victime. Donc, Ousmane Sonko est présumé innocent, Adji Sarr est présumé victime. Une enquête est ouverte, laissons l'enquête se dérouler normalement, selon les règles procédurales, et au bout du compte, la justice rendra la décision qu'elle estimera devoir rendre. Et les Sénégalais apprécieront. Alors la justice, on en parle toujours avec ce séminaire de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, cette semaine, qui a encore évoqué l'indépendance de la justice, qui dans ses conclusions demande la mise en œuvre de toutes ces réformes décidées il y a quelque temps maintenant, notamment la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, qui, selon l'UMS, ne doit plus revenir au chef de l'État. Moi, je vois que cette histoire-là, je la trouve curieuse. Curieuse à divers points de vue. L'UMS organise un séminaire pour parler de l'indépendance de la justice. Dans les invitations, l'UMS dit que le contexte, l'actualité impose qu'on parle de la justice. Quelle actualité? L'affaire Ousmane Sonko. C'est ça l'actualité? Est-ce que l'UMS doit tenir ses séminaires au gré de l'actualité? Pour moi, une réflexion professionnelle, une réflexion sur des questions aussi fondamentales et majeures doivent être faites dans un climat de sérénité, de paix, de tranquillité. J'ai été gêné de voir que c'est l'actualité qui a déterminé l'agenda de l'UMS. Mais j'ai encore plus gêné pour autre chose. Le thème, c'est quoi? L'indépendance de la justice.
Le séminaire est organisé le jour même de l'apparition du livre ou la veille de l'apparition du livre du président de l'UMS, Souleymane Teliko, portant sur le même thème. Ça ne vous paraît pas curieux, ça? Que les agendas coïncident de cette façon-là? Coïncidence de calendrier. Non, mais justement, mais moi je suis journaliste, je suis factuel. J'ai constaté cette coïncidence-là troublante. Autre coïncidence troublante. Ce même thème. En décembre 2017, sous la présidence de Souleymane Teliko, l'UMS a organisé le même séminaire avec les mêmes conclusions. Un groupe de travail sur le même thème. Non, je vais vous dire. Là, ils insistent sur la mise en œuvre des réformes. Non, je vais vous dire. C'est les mêmes acteurs, les mêmes communicateurs pratiquement qui ont été à ces deux séminaires-là pour dire la même chose. Moi, je vais être factuel. J'ai dit le 28 décembre 2017, le même séminaire sur le même thème a été organisé au King Fahd. À l'issue de ce séminaire, l'UMS avait mis en place un groupe de travail présidé par Isaac Yankoba Ndiaye, professeur de droit. Ces groupes de travail avaient donné des conclusions qui peut-être n'allaient pas dans le sens que vous dites. Parce qu'effectivement, Souleymane Teliko préconise que le Conseil supérieur de la magistrature ne soit pas présidé par le président de la République. Le groupe de travail disait autre chose dans la majorité de ses compositions. Peut-être que ça n'a pas arrangé Souleymane Teliko, peut-être, ou d'autres membres de l'UMS. Pourquoi on organise dans le même thème pour en arriver à cette conclusion-là? Moi, je vous pose... Les choses sont dynamiques aussi. Non, je veux dire que j'ai des préoccupations par rapport à ça. On va terminer par ce séminaire toujours, mais en marge, cette déclaration de l'ancien procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, son ancien procureur Aliou Ndao, qui s'est prononcé sur les mêmes sujets et qui demande au président de la République de ne pas se représenter à la présidentielle parce qu'il n'a pas le droit. Non, mais aujourd'hui, il est magistrat à la retraite. Je crois qu'il a le droit de se prononcer sur des questions politiques. C'est son droit le plus absolu. Mais puisque vous parlez de lui, moi, je suis un peu gêné qu'il donne des leçons d'indépendance de procureur. Il a été procureur spécial de la CREI. Vous l'avez vu ici, devant les caméras de télévision, prendre une liste de personnalités publiques à poursuivre. Il ne les a jamais poursuivis. Pourquoi? Allez lui poser la question. Ça me pose un problème. L'autre question qui me pose un problème, c'est qu'il est facile, devant les médias, de se présenter en parangon de vertu et d'éthique. C'est facile. Mais dans le comportement de tous les jours, est-ce qu'on l'est? Je vous donne un exemple et on va finir par ça parce que le temps nous presse. Vous avez parlé de l'UMS, qui prêche la bonne parole, l'indépendance, l'éthique dans la justice. Mais le président de l'UMS actuel, Souleymane Teliko, il a été juge des chambres africaines. N'est-ce pas? Des chambres africaines extraordinaires pour juger Hissène Habré. Ce magistrat a été épinglé par l'Union européenne dans un rapport officiel pour avoir perçu des frais de mission pour aller au Tchad, alors qu'il a été pris en charge totalement par le gouvernement tchadien. L'Union européenne a protesté devant le gouvernement du Sénégal. Sidi Kaba était ministre de la Justice. Il a remboursé Souleymane Teliko. Il a remboursé, tout est bien qui finit bien. Oui, justement. Oui. Alors, donc, il a été Le troisième mandat. Vous avez toujours dit que Macky Sall, il a droit. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte... Le troisième mandat de qui? De Macky Sall. Est-ce que le contexte, d'ici 2024, va lui permettre de prétendre encore se présenter à une élection présidentielle? Moi, vous m'avez reçu ici. Vous avez parlé de légalité d'une troisième candidature. Je vous ai dit que c'est tout à fait légal. Entre le droit et l'opportunité, c'est Macky Sall seul qui verra, ainsi que ses partisans, pour être candidat une troisième fois ou pas. Ce n'est pas à moi de m'exprimer de ce point de vue. S'il vous demande conseil, vous lui direz quoi? Non, mais je lui dirai conseil, il ne me le demandera pas en public. Je le lui dis. Donc, si d'aventure il me demanderait conseil, ce serait en privé et je lui dirai ça en privé. Merci, Madiambal Diagne. Merci d'être passé devant le grand jury de RFM. Vous êtes le patron du groupe de presse Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien. Merci à Yaya et Abdou à la régie, à Magui et ses équipes au digital.